Bien, les choses sérieuses commencent. Alors, je vous rappelle qu'après chaque conférence, il y a une interrogation écrite, notée, et qu'on en élimine un tiers à chaque fois. Donc, les meilleurs auront le droit à 3 conférences. Merci beaucoup à Pierre Moscovici d'être venu ici. C'est la première fois qu'il parle devant l'Institut de l'engagement. C'est la première fois pour lui, c'est la première fois pour vous, c'est la première fois pour moi. Avant, pour qu'ils vous connaissent, quand on fait la première conférence, j'ai l'habitude de poser une question et de demander à celles et ceux dont les parents ne sont pas diplômés de l'enseignement supérieur de lever le doigt. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette question. En France, quand on a des parents diplômés de l'enseignement supérieur, ce qui est nos cas, on a 3 chances sur 4 d'être à son tour diplômé de l'enseignement supérieur. Quand on a des parents qui ne sont pas diplômés de l'enseignement supérieur, on n'a plus qu'une chance sur 4. Et c'est en partie pour essayer de corriger cela qu'on a créé l'Institut. Pour faire en sorte que, quel que soit son parcours, son milieu social et familial, on puisse accéder à des études si on a envie d'accéder à des études. Voilà. Et donc tout ça a été réalisé sans trucage, et on voit que vous êtes l'inverse de la proportion qu'on retrouve habituellement. Demain, vous aurez la directrice de Neoma Business School, et je suis allé faire une conférence de rentrée de Neoma Business School, et j'ai fait la même chose. Et il y en a 5 qui ont levé le doigt dont les parents n'étaient pas diplômés de l'enseignement supérieur. Et l'ensemble des autres avaient des parents diplômés de l'enseignement supérieur. Je ferme la parenthèse. Pierre Moscovici, il a une vie active qui lui a permis d'avoir des mandats locaux dans le Doubs. Il y a des originaires du Doubs ici. Si, voilà. 2, non, 1, non, le toi. Des mandats nationaux, de députés, de ministres et des fonctions européennes, de députés européens et de commissaires européens. Vous savez comment ça marche, la Commission européenne ? Vous allez voir comme ça. Et puis, ces dernières années, il était premier président de la Cour des comptes. Et je ne sais pas si vous savez comment marche la Cour des comptes, mais peut-être qu'on vous expliquera à quoi ça sert, avant de partir depuis 10 jours à la Cour des comptes européenne. Il a écrit des livres, il a écrit des programmes politiques, voilà, fait pas mal de choses. Et donc, il va parler une petite demi-heure de ce qu'il veut. Et puis ensuite, à vous de jouer. Ça vous va ? Ça te va ?
mais ça, quand tu es au gouvernement, pense toujours que tu peux être dans l'opposition. Et quand tu es dans l'opposition, pense toujours que tu peux être au gouvernement. Je trouve ça assez précieux. Ça veut dire que s'opposer, c'est pas dire toujours non, parce que le gouvernement, c'est réfléchir parfois à ce qu'on pourrait faire si on y était. Et puis, gouverner, c'est pas non plus penser qu'on a la science infuse, mais imaginer ce qui se passe quand justement on n'y est pas et qu'on aspire d'y arriver. Moi, je vous cite cette phrase parce qu'au fond, j'ai à peu près passé 20 ans dans le service public, ou dans la haute fonction publique, l'administration, etc., et 20 ans dans la politique. Et pendant les années où j'étais haut fonctionnaire, c'est encore le cas aujourd'hui, je me disais toujours, oui, mais que ferait le politique? Autrement dit, est-ce que la décision que je prends, que je fais prendre, que je contribue à prendre, est une décision qui est compréhensible, applicable, que le citoyen peut suivre en se sentant entraîné? Et quand j'étais un politique, je me posais toujours la question de savoir si ce que je faisais était réaliste, c'est-à-dire si c'était applicable, si ça pouvait se transformer en réalité, pas si c'était juste des mots qu'on utilise comme ça. J'ai commencé ma vie professionnelle il y a longtemps, en sortant d'une grande école que nous avons fait toutes les deux, l'ENA, en devenant auditeur à la Cour des comptes. Alors, la Cour des comptes, qu'est-ce que c'est? Tu l'évoquais, Martin, c'est une institution, une grande institution de la République, comme le Conseil d'État auquel appartient Martin Hirsch, dont le rôle est de contrôler ce qu'on appelle le bon usage des deniers publics, autrement dit, de contrôler les finances publiques, c'est-à-dire les budgets de l'État, des organismes qui dépendent de lui, des entreprises publiques qui en sortent. Par exemple, je cite deux rapports que j'ai présentés récemment, un sur France Télévisions, un autre sur la gestion du Louvre, des sujets qui dépendent de nous, mais plus généralement le budget de l'État. Également le budget de la sécurité sociale, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses branches, que ce soit l'assurance maladie, la retraite, la famille, etc. Et puis à côté de la Cour des comptes, il y a d'autres institutions que je présidais également, SKLD, qui sont ce qu'on appelle les chambres régionales des comptes, qui sont installées dans chacune des régions françaises, et dont le rôle est d'examiner les finances des collectivités locales. Donc mon métier de base, c'est ça, c'est d'être un membre de cette Cour des comptes, qui est une institution que j'ai souhaité dans les années où je l'ai présidée. Ensuite, je vais y revenir, ouvrir aux citoyens, en fait sorte que tous nos rapports sont publiés, ce qui fait qu'elle a une très forte notoriété, à peu près 90% des Français la connaissent, qu'elle a aussi une certaine, je ne sais pas popularité, mais une respectabilité, puisque 70% des Français en ont une bonne opinion. Mais je ne suis pas resté longtemps à la Cour des comptes au départ, j'y ai passé quelques années, puis j'ai rayonné à partir de la Cour des comptes, je suis devenu haut fonctionnaire, dans ce qu'on appelait à l'époque le commissariat au plan. Le plan, c'est bien ce que c'est préparer l'avenir à long terme. Et petit à petit, j'ai migré vers la politique, en commençant par ce qu'on appelle les cabinets ministériels. On travaille aux côtés d'un ministre, le ministre auquel j'ai travaillé, c'était Lionel Jospin, qui était ministre de l'Éducation nationale à la fin des années 80. Et puis petit à petit, à son contact, c'est très important les rencontres dans la vie, je suis moi-même devenu un homme politique, je me suis engagé. J'en ai fait localement, j'ai parfait à Besançon parce que j'ai été pendant 20 ans élu à Montbéliard, ou dans le pays de Montbéliard, j'ai été conseiller municipal, conseiller général, conseiller régional, président de l'agglomération du pays de Montbéliard. J'ai été député européen à plusieurs reprises, 2 fois. J'ai été élu 3 fois à l'Assemblée nationale, comme député du Doubs, la 4e circonscription du Doubs, celle d'Audincourt. Et puis, j'ai aussi été ministre 2 fois pendant 7 ans, ministre des Affaires européennes à la fin des années 90. Lionel Jospin était Premier ministre, effectivement. Mentor, c'est toujours mon ami. Et puis, je suis redevenu ministre de François Hollande entre 2012 et 2014 comme ministre de l'économie et des finances. Après quoi, j'ai rejoint à nouveau l'ordre comme la Commission européenne. La Commission européenne, on en parlera si vous voulez, c'est un peu ce qu'est le gouvernement de l'Europe. C'est celle qui fait les propositions, c'est celle qui exécute les politiques européennes. Avant, in fine, donc en 2020, de devenir le premier président de la Cour des comptes. Donc j'ai bouclé la boucle. J'ai commencé par là, j'ai fini plutôt par là où j'avais commencé. J'étais jeune auditeur en 1984, je suis devenu vieux président en 2020, et j'ai essayé, disons pendant ces années, d'ouvrir cette boutique, de la moderniser, de faire en sorte que ces rapports n'étaient pas publics.
fond, ce que ça vous décrit, c'est deux engagements, aussi en réalité deux vraies passions. D'abord l'État, j'y crois, et notamment la question des finances publiques. Nous sommes une nation profondément politique, qui repose beaucoup sur l'État, une forme de colonne vertébrale, voilà, parfois un peu trop d'ailleurs. Si j'utilisais un vocabulaire de compagnie d'assurance, c'est l'assureur en dernier ressort. Quand ça ne va pas, on se tourne vers l'État. Mais c'est aussi lui qui organise l'éducation, qui organise le système social, qui organise l'ensemble des politiques publiques. Et puis l'Europe. L'Europe, pour moi, c'est d'ailleurs indissociable de l'État, les deux choses vont ensemble. La France seule, aujourd'hui, n'a pas le poids qu'elle avait ou qu'elle pourrait avoir. Elle s'inscrit dans un ensemble plus vaste qui est l'ensemble européen et assurément, François Mitterrand, si on a disait l'Europe est notre avenir, c'est plus que notre avenir aujourd'hui, c'est notre présent tout à fait indispensable. J'ai deux convictions à partir de là. La première que je viens d'exprimer, c'est que l'État, dans un pays comme le nôtre, c'est la colonne vertébrale de la nation. Et quand l'État vacille, quand le service public faiblit, quand les fonctionnaires sont démoralisés, et c'est une situation qu'on peut rencontrer, je pense que beaucoup aujourd'hui la vivent comme telle. Je parlais de la crise politique ou démocratique que vit notre pays. À ce moment-là, c'est tout l'édifice qui chancelle. Un État inefficace, c'est une France qui boite, qui se trouve parfois à l'arrêt. Quant à l'Europe, l'Europe, je pense que c'est en fait notre seul levier de force dans un monde dangereux. Je vous en dire un petit mot quand même. L'Europe, vous mettez dedans, vous allez genre avoir votre opinion là-dessus, elle est imparfaite, très difficile à gouverner, elle est assez illisible, les institutions sont horriblement compliquées, elle est distante, elle peut sembler bureaucratique, mais c'est aussi un ensemble politique au sein duquel 27 pays membres ont rassemblé leurs forces pour essayer de peser dans le monde. Et ce monde, il faut quand même dire un mot, c'est un monde assez dangereux. Pendant quelques années, quelques petites décennies, on a eu une sorte d'illusion, c'est que finalement les choses allaient bien se passer, que la démocratie allait régner partout, que finalement la paix allait régner partout. Nous n'avons pas eu de guerre en Europe depuis 1945, nous n'avions pas eu, parce que nous en avons eu maintenant, la guerre en Ukraine. Pendant des années, ce monde était coupé en deux. Il y avait d'un côté les communistes, Paris est une ville communiste depuis très longtemps. Il arrive qu'elle ne le soit pas. Je ne sais pas qui est maire aujourd'hui, je pense qu'il est communiste d'ailleurs. Voilà. Et de l'autre côté, il y avait le monde libéral, l'Occident. Et les deux s'opposaient. Les États-Unis et la Russie se tenaient un petit peu par la barbichette grâce à leur arme nucléaire. Il n'y avait pas de guerre, ce qu'on appelait la guerre froide. Elle était froide parce que tout le moment elle pouvait menacer, mais elle n'était pas chaude parce qu'elle n'éclatait jamais. Il y avait un penseur qui s'appelait Raymond Aron qui disait voilà, la guerre est impossible et la paix est introuvable. Nous sommes dans cette position. Et puis l'Union soviétique, qui était ce grand pays communiste plus vaste que la Russie, qui regroupait tous les pseudopoles de la Russie, la Biélorussie, la Géorgie, qui sont aujourd'hui les pays baltes, qui sont des pays membres de l'Union européenne. Un jour, ce système totalitaire s'est effondré. Et là, pendant quelques années, on a rêvé une sorte de paix infinie. C'était la fin de l'histoire. Et l'histoire, elle est revenue maintenant. Et elle est dangereuse. Ce monde est très, très divisé. Vous mentionnez l'opposition rampante entre la Chine et les États-Unis pour le leadership politique, mais aussi économique mondial. Qui est la plus grande puissance? Qui est la plus innovante? Et ça nous pose évidemment à nous, Européens, des problèmes. C'est-à-dire qu'on se trouve inondés, confrontés aux produits chinois qui arrivent chez nous sans règles, avec une main-d'œuvre qui évidemment est bien marché, hautement subventionnée parce que c'est très administré, avec du coup des prix absolument imbattables, avec une qualité exceptionnelle, qui viennent percuter complètement nos productions, qui sont faites sur un mode plus traditionnel, avec un droit du travail, des gens qui sont payés beaucoup plus correctement. Et donc il y a un problème de concurrence
qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs traditionnelles qui étaient celles de l'après-guerre, l'organisation internationale, l'organisation du monde, des règles du monde, l'ONU, et la domination, qui ne se disait pas mais qui existait, de grands pays occidentaux riches. C'est plus le cas aujourd'hui. Et puis enfin, il y a deux phénomènes que je veux mentionner pour faire comprendre à quel point l'Europe est nécessaire. C'est d'abord le retour des guerres. La guerre est là en Europe. La guerre ukrainienne, c'est une guerre qui nous concerne. Alors, je ne veux pas jouer comme le chef d'état-major des armées, expliquer qu'il faut qu'on soit prêt à perdre nos enfants. Je suis un père de famille, je ne suis pas prêt à perdre mes enfants. Mais par contre, il faut quand même se préparer à la guerre. Alors, guerre différente, guerre hybride, comme on dit, guerre de l'information, et peut-être un jour guerre militaire. Si la Russie venait à gagner contre l'Ukraine, alors à ce moment-là, il faudrait se préparer à sa prochaine offensive contre un État qui, cette fois-ci, sera l'État de l'Union européenne, parce que l'Ukraine n'est pas l'État de l'Union européenne. Et très vraisemblablement, ce serait le pays qui est dans l'orbite de la Russie quand elle était l'Union soviétique. Je pense aux États baltes, qui se trouvent autour de la mer Baltique, au nord de l'Europe, qui sont déjà très attaqués. Et Vladimir Poutine, tant qu'il sera là, tant qu'il y aura cette force militaire, poussera, et tentera de nous mettre nous-mêmes à nos limites, en termes de capacité de défense. Enfin, le dernier phénomène que je veux évoquer sur ce dangereux, c'est ce que j'appelle l'illibéralisme, c'est-à-dire le fait que la démocratie est en train de reculer dans le monde. Il y a un index, un indicateur qui montre que le nombre de pays démocratiques ne cesse de reculer chaque année, qu'il y a moins de 25% des pays dans le monde qui remplissent complètement les critères de démocratie. Beaucoup sont ce qu'on appelle des démocraties libérales. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie libérale? Je schématise beaucoup, c'est une démocratie au sens où on vote. Mais ce n'est pas libéral au sens où ensuite les libertés ne sont pas assurées. C'est le cas de pays comme la Hongrie, où la justice sont mises au pas, ça a été le cas de la Pologne. Est-ce que ce n'est pas le cas au fond des États-Unis de Donald Trump aujourd'hui? On peut se poser la question quand on voit que la garde nationale est là pour assurer la sécurité dans la capitale Washington ou dans les grandes villes, que les opposants sont poursuivis, que les juges sont maltraités, que les médias sont vilipendés. Et donc, si vous voulez, c'est ce recul de la démocratie. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pas pour vous faire une brève leçon de géopolitique, c'est pas ce qu'on m'a demandé, simplement pour vous dire pourquoi l'Europe, elle, est nécessaire. Parce que nous sommes un continent et une union qui est pacifique, pas pacifiste, mais pacifique, qui défend des valeurs, un modèle social, un modèle culturel, qui est justement celui du pluralisme, qui respecte un certain nombre de critères, l'égalité homme-femme qui est poursuivie, la non-discrimination en fonction de la religion, de la couleur de peau, des préférences sexuelles, des choses qui sont communes aux Européens, qui sont fixées dans des textes, qui sont des textes européens. C'est un continent où on promeut un haut niveau d'éducation et où on cherche à aller vers un leadership en matière écologique, c'est-à-dire faire en sorte que la décarbonisation de la planète progresse. C'est enfin un ensemble de pays et c'est une union démocratique, c'est-à-dire que tous les pays d'Europe, certains sont illibéraux, je dis, sont démocratiques. Et tout ça, ça veut dire que l'Europe est un bien que nous devons chérir. Si nous sommes unis, nous sommes une puissance. Nous sommes 450 millions, nous avons un très grand marché, nous sommes quand même encore la deuxième économie du monde. Politiquement, nous pouvons peser. C'est difficile face aux États-Unis, mais c'est possible. Regardez ce qui se passe sur l'Ukraine avec la coalition des volontaires. Les Européens sont obligés de pousser la porte pour rappeler sans arrêt qu'ils doivent être dans la pièce au moment où se règle le conflit. Ça ne peut pas se faire sur la tête des Ukrainiens directement entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Et que de toute façon, nous devons être là pour les garanties de sécurité et autres. Et puis nous sommes aussi attachés à un monde organisé, un monde multilatéral, et pas un monde où existerait une sorte de loi de la jungle. Voilà, si vous voulez, pour ces deux passions pour moi, c'est l'État, parce que je crois que l'État est indispensable à la cohésion de la société, et c'est l'Europe, parce que sans l'Europe, disait, nous ne faisons rien. C'est une cible
des prédateurs, les Chinois, les Russes, les Américains. Les autres peuvent se permettre des informations massives, peuvent se permettre des offensives massives, sans que nous soyons capables forcément de nous défendre. Voilà. Cette introduction un petit peu étant faite sur un parcours et une cohérence, je vais essayer d'évoquer pour vous quelques enjeux. D'abord, l'état de notre pays, d'abord. Bah, comment dire quand j'étais président de la Cour des comptes, il y a tout un langage. C'est inquiétant. Ça cause des soucis. C'est préoccupant. C'est en difficulté, en fait. Ça ne va pas. Et ça ne va pas sur toute une série de fronts que vous connaissez aussi bien que moi. D'abord, nous avons un système politique qui est pas loin d'être détruit, qui est en désordre complet. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale dans les illustrations absolument tous les jours. Nous avons une économie qui fonctionne, une très belle boîte française, et puis des atouts extraordinaires, une très belle intelligence, mais aussi relativement stagnante, une croissance annuelle qui peut être de 20% par an, là où d'autres sont à 2, 3, 4, 5. On n'est pas des géants asiatiques, on n'est pas des tigres. On a quand même quelque chose d'un peu plus faible que ça. Nos institutions sont quand même fortement remises en cause, ne fonctionnent plus exactement comme avant. Le rôle du président, le rôle du Premier ministre, le fonctionnement de l'Assemblée, tout ça est remis en question. Des finances publiques, je vais dire dégradées. Nous avons les plus hauts déficits de l'Union européenne. Nous sommes à bien au-dessus de 5% du produit intérieur brut du PIB, là où l'ensemble des pays européens sont plutôt de 3%. Nous avons la troisième dette publique de la zone euro, derrière l'Italie ou la Grèce. Nous sommes à 115 points de PIB, un peu plus, là où la moyenne est à 80. Alors vous direz, tout ça, c'est des chiffres assez abstraits. Je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est extrêmement concret, au contraire. Pour une raison simple. Vous êtes des jeunes, des familles. Quand on est endetté, on est coincé. On ne peut rien faire. On peut difficilement rembourser son banquier et en même temps aménager sa maison, prendre des vacances. Voilà, on est quand même dans très très grosses difficultés de toute nature, et ce qui vaut pour un ménage vaut pour l'État. Et au total, cet État, je crois qu'il est fragilisé. Il est fragilisé parce que cette instabilité que nous vivons fait que les fonctionnaires que nous sommes, Martin, moi, on voit comme ça autour de nous. La commande publique, la commande du politique n'est plus précise. Les ministres changent tout le temps. Alors, soit l'administration fait ce qu'elle veut, seule, ce qui n'est jamais bon, soit elle ne sait pas trop où elle va, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va lui indiquer quel est le chemin, malgré tout le politique est ce qui doit piloter et indiquer le chemin. D'où la très difficile équation de 2027, dont je ne vais pas parler, en tout cas pas dans ce topo introductif. Enfin, on voit bien qu'on va vivre une élection extrêmement particulière, où pour la première fois dans l'histoire française, une extrême droite, on peut la vouloir ou pas, ce ne sont pas été du tout le sens de mon combat. Je précise que quand j'étais en politique, j'étais socialiste, socialiste, socialiste. Je suis plus socialiste, mais je suis toujours de gauche, personnellement. Et ben, pour la première fois, l'extrême droite pourra arriver aux responsabilités. Et on peut le vouloir ou pas le vouloir, c'est pas quelque chose d'anodin. Ce sera un changement de système complet. Et elle n'est pas là par hasard. Elle est là justement parce que l'ensemble du système est contesté, effrité, menacé. Au cœur de ces difficultés, il y a cette question des finances publiques, dont je vous parlais maintenant. Parce que on a besoin d'avoir des finances publiques en ordre pour mener des politiques en ordre. Le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale, le budget de collectivité locale, ce n'est pas des chiffres abstraits, c'est juste c'est des routes, c'est des infrastructures économiques, c'est le financement de l'éducation nationale, c'est le campus Condorcet, c'est les retraites qu'on a à payer,
peut pas, s'il y a une chose que j'ai apprise en 40 ans, c'est l'histoire, on ne peut pas faire de bonne politique publique si on n'a pas de bonnes finances publiques. Là encore, l'assignation à un ménage va bien, c'est-à-dire si votre famille est bien gérée, bah, ça tourne. Si elle est mal, on se retrouve dans une très très grande difficulté. Et là, on voit bien que c'est le bordel. Pardon d'utiliser ce mot-là. Enfin, il y a 3 gouvernements qui sont tombés sur le vote de budget. Pour la 2e année consécutive, donc 2024 et 2025, on n'a pas eu de budget voté en fin d'année, alors que ça doit être fait. C'est la première fois sous la 5e République, qui date de 1958 quand même. Si vous regardez ces sujets à la télé, vous dites qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un 49.3? Est-ce qu'on fait des ordonnances? Mais plus personne ne se demande ce qu'il y a dans le budget, en vérité. Donc c'est une situation qui est en très grand désordre. Je précise que pour moi, avoir de bonnes finances publiques, ce n'est pas un dogme. Je n'ai jamais été un partisan de l'austérité qui appauvrit. Et je ne suis pas toujours non plus un amateur de critères, de chiffres, d'impôts de l'extérieur. Mais c'est simplement le fait que c'est ce qui permet à l'État, aux organismes de sécurité sociale, aux collectivités locales, de fonctionner. Il faut des finances publiques en ordre pour avoir des politiques publiques qui marchent. Il y avait sous la 4e République un homme qui s'appelait Pierre Mendès France, qui laissait un très bon souvenir, qui disait les comptes en désordre sont le signe des nations qui s'abandonnent. Et je crois que quand nous avons des comptes aussi en désordre que les nôtres, et ils le sont, c'est simplement que nous sommes en train de nous abandonner, de nous laisser aller. Et de ce point de vue-là, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, un problème de crédibilité. Je ne suis pas technique, on n'est pas dans cet ordre-là, mais appartenir à l'Union européenne, avoir la même monnaie, l'euro, qui est une monnaie commune, suppose que nous ayons des disciplines communes. On ne peut pas avoir des gens qui à la fois sont très sérieux et des gens qui font n'importe quoi. C'est une sorte de règlement de copropriété. Il y a certains copropriétaires qui sont sérieux parce que les Allemands très sérieux. Les Français aujourd'hui, ils ne valent pas la porte. C'est même très embêtant, cette histoire. Et donc on n'est plus crédible par rapport aux autres. On n'est pas crédible par rapport à des critères auxquels nous sommes engagés, on n'est pas crédible par rapport à nos voisins, et on s'affaiblit politiquement. Quand on n'est pas capable de tenir sa maison, eh ben, on vous écoute moins. Écoutez bien, c'est sympa de nous dire que tu devrais lancer un emprunt pour la défense ou pour l'économie, mais commence quand même par avoir un budget qui tient la route. Ça pose un autre problème, c'est ce qu'on appelle le risque de soutenabilité. Qu'est-ce que c'est que la soutenabilité? C'est la capacité simplement à rembourser. Et ce qu'il faut constater, c'est que il y a des marchés, nous empruntons de l'argent, nous empruntons beaucoup d'argent, nous empruntons 310 milliards d'euros par an. Nous empruntons sur les marchés. Sur les marchés, il y a des créanciers, des gens qui nous prêtent de l'argent, qui sont pour plus de 50% des étrangers, et puis 45% à peu près qui sont des Français. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils voient que le pays est mal géré, ils disent on vous prête, mais de plus en plus cher. C'est un banquier. Et nous avons aujourd'hui les taux d'intérêt les plus élevés de la zone euro, plus élevés que l'Allemagne. C'est normal, c'est bien géré. Plus élevés que la Belgique. On peut se poser des questions. Plus élevé que le Portugal. Il y a quelques années, franchement, c'était pas quoi. Plus élevé que l'Espagne. Plus élevé que la Grèce. Pendant les années où j'étais commissaire européen, je me suis occupé de la Grèce qui était dans une situation absolument catastrophique. Aujourd'hui, le taux d'intérêt grec est moins cher que le taux d'intérêt français. Plus élevé que celui d'Italie, qui pendant longtemps a été le parent monde. Et ce qui se trouve, c'est une sorte de noculance, si vous voulez, pour nous pousser. On nous prête. Parce qu'on est la France, parce que c'est bien géré, notre dette, parce qu'on a quand même un vaste marché, etc. On nous prête de plus en plus cher. Et du coup, on doit rembourser de plus en plus. Une espèce de boule de neige qui se déroule. Enfin, le troisième risque, c'est peut-être le principal pour moi, c'est un risque de souveraineté. C'est-à-dire que ça nous mène à l'impuissance publique. Nous avons besoin de financer des grandes politiques publiques qui vont nous coûter des centaines de milliards d'euros. Si nous voulons réussir la transition écologique, et moi je suis résolument pour financer correctement la transition écologique, il faut dépenser des centaines de milliards d'euros par an. Si nous voulons ne pas céder dans un monde dangereux, ou ne pas être vulnérable face à la guerre,
tôt qu'aujourd'hui. C'est le cas pour la France, c'est le cas pour les autres. Si nous voulons être dans la course de la compétitivité mondiale, il faut innover plus. Il faut avoir une recherche qui soit mieux financée. Il faut que les instituts d'enseignement supérieur, de toute nature, aient des ressources qu'elles n'ont pas aujourd'hui à un niveau suffisant. Ça coûte très cher. Ouais, mais si chaque année, vous remboursez, il y a ce qu'on appelle la charge de la dette, c'est le remboursement annuel de la dette, c'était 30 milliards d'euros en 2021. C'est 75 milliards d'euros en 2026. Vous vous rendez compte? Ce sera 100 milliards d'euros en 2028. C'est-à-dire qu'en moins de 7 ans, on aura été plus que triplé. Ben, il ne vous reste pas d'argent. Si vous utilisez votre pognon à rembourser votre dette, par définition, vous n'en avez pas pour faire des choses intelligentes. C'est pour ça que mon slogan à moi, c'est se désendetter, non pas par la règle, non pas par l'obligation, mais se désendetter pour investir. Si vous voulez investir dans l'avenir, il faut vous désendetter, donc il faut rétablir nos finances publiques. Il faudra rétablir nos finances publiques, parce que si on ne le fait pas, d'autres s'en chargeront. C'est ce qu'on appelle une crise financière. Un jour, la boule de neige se transforme en avalanche. Ça coûte de plus en plus cher. Au bout d'un moment, les banques finissent par dire aux créanciers, ben non, on ne vous paye plus. Ce qui est arrivé il y a une quinzaine d'années, c'est ce qu'on appelle une crise financière à la Grèce, au Portugal, à Chypre, à l'Italie, à l'Irlande. Et puis tout à coup, à ce moment-là, arrive le Fonds monétaire international, arrive la Commission européenne, on se trouve sous tutelle. Et donc moi, je dirais qu'on a le choix entre faire des efforts maintenant ou bien subir l'austérité plus tard. Et on n'est pas très loin. Pas demain matin, pas l'année prochaine. Moi, à 2-3 ans, je ne peux pas vous garantir autre chose. J'ai simplement quelques petites recettes de cuisine sur ce qu'il faut faire pour réduire sa dette. D'abord, il vaut toujours mieux faire des économies que faire des impôts. Il faut faire des impôts. Je trouve tout à fait légitime que les plus riches de ce pays contribuent davantage. Mais il ne suffit pas de dire il faut que sur du pognon, on paye, parce qu'ils sont aussi des chefs d'entreprise qui peuvent s'expatrier ailleurs, et puis on a quand même un niveau d'impôt qui est déjà très élevé. On a un niveau de dépenses publiques qui est très élevé. Donc il faut apprendre à faire des économies intelligentes. Et il y a des ressources d'économie qui sont fortes dans l'assurance maladie. Par exemple, un rapport très intéressant, ce ne sont pas tous très intéressants, celui de l'ETEF, qui montre comment on peut faire des économies sans que les assurés perdent quoi que ce soit. Et ça fait partie de ce que je disais, c'est-à-dire faire en sorte qu'on prenne une mission politique qui soit compréhensible. Mais s'imaginer qu'on se dérobe à la dette, qu'on peut s'endetter sans arrêt, c'est une illusion. Il faut vraiment se désendetter pour investir. Et pour ça, on a besoin d'esprit un peu frais, un peu inventif, imaginatif. On a besoin d'un État qui soit plus en forme, parce qu'il souffre aujourd'hui beaucoup de l'instabilité politique. Il souffre énormément de l'incertitude. Il souffre surtout de l'absence totale de cap, qu'on lui indique où on va. Et nous y sommes là. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de vous, de jeunes qui peuvent penser à ces sujets de manière un peu fraîche, out of the box, comme on dit. Alors, le Rolano, qui est un tout petit peu plus âgé, malgré tout, qu'est-ce que c'est? C'est d'être des passeurs. Je ne refuse jamais l'idée de venir enseigner quand c'est intéressant ici ou là. Des passeurs de quoi? Des passeurs de relais, des passeurs d'expérience, des passeurs de connaissances. Je vais terminer là, puisque j'ai essayé de vous dire, voilà, à travers mon parcours, à travers mon action, à travers ce que je pense, ce que je manifeste, c'est que j'aime mon pays. Alors, je parlais des... Vous n'avez pas tous eu, moi pas, des parents qui ont fait de l'enseignement supérieur, ça a été naturellement mon cas, mais en revanche, j'ai 4 grands-parents étrangers. Comme je suis né, mon père vient d'Abatride. Donc j'aime mon pays d'autant plus que mes parents l'ont choisi, pas que j'ai mes racines plantées depuis très longtemps. Il m'inquiète, franchement. Et pour autant, je ne crois pas que le pire soit écrit. Mais si on veut éviter le pire, alors à ce moment-là, il faut quand même se mobiliser. Il faut trouver des réponses au problème des Français. Certains partis offrent des réponses très simples. Voilà, trop de sécurité, trop d'immigrés, une culture qui est trop relâchée. Il faut que les autres sortent un peu des généralités du genre ils sont méchants, arrivent à dire un peu ce qu'ils ont à
personne a besoin de toutes les générations, encore un peu de la nôtre, mais surtout de la vôtre. Alors la vôtre, c'est vous. La règle est assez simple. Vous commencez juste par vous présenter, qu'on sache qui vous êtes, on ne vous connaît pas bien. Et puis vous dites ce que vous souhaitez. On prendra peut-être 2-3 questions à la fois. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Boultif Mohamed, je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Je me lève, ok, pas de souci. Et donc j'avais une question à vous poser. C'est un service civique ou du bénévolat ou Alors ouais, moi je suis j'ai fait 4 ans donc à Article 1, une association d'égalité des chances, et donc je suis dans le board member, donc je fais un peu de stratégie pour justement atteindre nos targets, donc les jeunes de QPV et les jeunes de milieu ruraux, à justement pouvoir bénéficier d'un mentorat et plein d'autres aides. Ma question, donc vous avez parlé de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et donc du coup qu'il fallait aider l'Ukraine. Moi j'aimerais avoir votre avis, donc c'est purement subjectif, hein, mais j'aimerais avoir votre avis du coup, si donc du coup l'Ukraine, on va dire un peu ceux qui ceux qui se sont fait ceux qui se font attaquer par la Russie, du coup logiquement on aide l'Ukraine pour contre la Russie. Comment ça se fait que là, du coup, les États-Unis, avec ce qui vient de se passer au Venezuela, comment ça se fait que du coup la France est d'accord avec les États-Unis sur ce principe-là? Parce que je vois pas la différence entre les deux guerres. Merci. C'est une très bonne question. on en prend une ou deux autres. Hop, levez le doigt très clairement. Voilà. Assumez. Hop. Claire, qui a fait se lever le premier, était la directrice générale de l'Institut avant. C'était tenu comme ça. Clac. Donc il faut que tu te lèves aussi. Ok. Bonjour, déjà merci beaucoup pour votre intervention, c'était très clair et très enrichissant. Moi je m'appelle Inès, je suis issue d'un parcours en sciences politiques et en économie, et je suis ici parce que j'ai cofondé une association donc, principalement sur la politique et l'économie. Ma question c'est, en fait, vous avez beaucoup parlé de la dette publique, mais comment vous pouvez expliquer que Bercy n'avait pas prévu, s'est trompé sur 60 milliards dans la dette publique? Voilà, merci. Une troisième question au passage? Il y en a une tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Bonjour. Donc moi j'ai fait un service civique en Allemagne pour aider les personnes en situation d'immigration et ensuite un service européen en Italie. Plus personnellement, je me considère comme européenne puisque je suis issue de l'immigration, je suis roumaine. Et vous parliez de l'Europe et... Tu as un prénom? Oui, Hélène, pardon. C'était pas la chose la plus importante. Mais oui, du coup, je m'appelle Hélène et vous parliez de l'Europe et moi, j'aimerais avoir votre vision du futur de l'Europe parce que je me demande comment on peut rester unis face aux attaques nombreuses qui arrivent. Et donc, merci. Ben, dis donc, d'excellentes questions, tout ça. Alors, je dirais que ce que Donald Trump a fait avec le Venezuela n'est pas exactement comparable avec ce qui s'est passé avec la Russie, mais il y a des éléments communs. Ou plutôt, je dirais, ce qu'il a fait, c'est une sorte de coup d'État. C'est-à-dire, par une attaque d'un jour, il a réussi à déstabiliser l'armée vénézuélienne, puis à enlever, personne ne sait comment, M. Maduro et son épouse, et puis à installer à la place une vice-présidente avec laquelle il discute, puis les uns les autres, et en fait à mettre le pays sous tutelle. Pour être franc, c'est exactement ce que voulait faire Vladimir Poutine quand il a attaqué l'Ukraine en 2022. Il pensait qu'en 3 semaines, la Russie 140 millions d'habitants, une armée énorme, l'Ukraine 40 millions d'habitants, en 3 semaines il allait les briser et qu'il se retrouverait à Kiev. Alors je ne sais pas ce que voulait la France, moi. Je suis embêté, enfin, entre nous ici. Moi, je n'ai pas eu exactement la même réaction que les autorités françaises. Je suis sur des réseaux sociaux. Ma réaction, c'était plutôt de dire que ce que Trump a fait, c'était une violation du droit international, ce qui n'impliquait pas d'aimer M. Maduro, qui était un dictateur épouvantable, qui a volé les élections. Enfin,
été quelque chose bon, pas du tout quelqu'un de respectable, on ne va pas le regretter, mais simplement que si on fait ça, on légitime les coups de force contre n'importe qui. Pourquoi peut-on ne pas parler contre M. Maduro et s'inquiéter demain si la Chine décide d'envahir Taïwan ou si la Corée du Sud rentre en belligérance avec les COP? Il n'y a plus de règles. Dans le monde où nous vivons, c'est ce que j'appelle le multilatéralisme, il faut qu'il y ait du droit international, il faut qu'il y ait des règles internationales. Donc je pense que la France aurait dû le rappeler plus vite, plus fort. Alors après, c'est un peu compliqué parce que le ministre des Affaires étrangères l'a dit, le président de la République ne l'a pas dit le jour même, il l'a dit le lendemain. Bon, on est trop sympa avec Donald Trump, en réalité. Oui, il est sans doute hyper puissant, il fait des choses qui sont très transgressives, il renverse l'ordre des choses, mais non. Le droit international, il est fait pour tous. Et c'est pour ça que la communauté internationale a raison d'être aux côtés de l'Ukraine. Elle ne pouvait pas être aux côtés de Maduro. Zelensky, Maduro, on peut dire que c'est exactement le même combat. Mais elle devait faire des remarques à Trump qui étaient beaucoup plus fortes. Et on ne peut pas être dans la complaisance. Parce qu'il faut garder quand même certains principes. Si la force devient la seule règle qui régit les relations internationales, à ce moment-là, nous ne sommes plus non seulement dans un monde où la guerre menace, mais où elle est partout. Et en plus, où la démocratie est violée partout. Donc, je suis pour beaucoup plus de fermeté en la matière. Sur la deuxième question, est-ce qui veut dire qu'il faut qu'on continue avec les Ukrainiens? Alors, peut-être y a-t-il autre chose qui explique pourquoi. C'est une logique de proximité. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est l'Europe, c'est nous. Nous nous sommes sentis davantage en première ligne, juste derrière. On est juste derrière. Voilà. Si Vladimir Poutine bat l'Ukraine, ça ne veut pas dire qu'il va s'attaquer à la France direct, mais il va petit à petit essayer de démanteler l'Union européenne. Donald Trump est d'ailleurs d'accord pour en faire d'ensemble soumis. Sur l'erreur que vous évoquez, vous parlez de l'année 2024, où en effet, au moment du déficit, il y a eu une erreur considérable de l'ordre de 60 milliards d'euros. C'est qu'on n'a pas vu 40 milliards d'euros d'impôts qui ne sont pas rentrés, on n'a pas contrôlé les dépenses. Alors, pour les dépenses, ça c'est une erreur de maîtrise de la dépense. On n'a pas simplement serré les boulons comme il fallait, on n'a pas géré le budget comme il fallait. Pour les recettes, c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est plus difficile à prévoir. Il y a certaines choses qui se sont passées pendant cette année-là, qui étaient plus difficiles, c'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés, la TVA, ne sont pas rentrés. Je présidais une institution qui s'appelle le Haut Conseil des finances publiques, qui est associé à la Cour des comptes. Nous avions quand même dit que tout ça nous paraissait assez fortement surestimé. Disons qu'en 2024, on a péché par un excès d'optimisme absolument considérable. Ce qui veut dire qu'en matière de finances publiques, quelque chose qui est très important, c'est le réalisme. J'irais même encore plus loin, la prudence. Il vaut toujours mieux être en dessous de la cible et avoir de bonnes surprises que de faire des promesses extraordinaires et se retrouver ensuite à écoper. Vous étiez roumaine, c'est ça? Moi, mon père était roumain. T'es né à Braila. Alors l'avenir de l'Union européenne, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait c'est un très grand débat. Il y a 1000 façons de la concevoir. Je lisais une conférence de Bruno Le Maire qui expliquait ce matin ou il y a 2 jours dans le Grand Continent qu'il fallait en finir avec l'Europe telle qu'elle était, faire une union des nations avec un petit directoire de l'Europe à 6 pays, faire que la Commission européenne devienne une sorte de secrétariat. Il n'y a pas une voie magique pour la faire, ça je ne crois pas. Mais il y a quand même quelques principes de base. C'est que cette Union européenne, elle doit devenir de plus en plus forte, qu'elle doit être capable d'investir davantage, qu'il faut qu'elle résiste impérativement aux divisions, qu'elle soit capable de se doter petit à petit d'instruments de défense qui soient suffisants dans ce monde dangereux, et enfin qu'elle ait quand même un leadership politique qui soit suffisant. Alors il sera forcément pluriel. On ne va pas avoir une personne qui est le président, la présidente de l'Europe, auquel les 27 obéissent.
dès lors que, d'ailleurs, assez logiquement, chacun est élu dans son pays, où ce sont des pays assez différents, avec des cultures différentes. C'est un défi de tous les jours, voilà ce que je résumerai. Après, je peux avoir ma propre vision, qui n'est pas du tout celle de Bruno Le Maire. J'ai été membre de la Commission européenne. Je pense que c'est une instance utile pour l'impulsion et pour l'exécution. Il ne faut pas tout lui faire faire non plus. Mais en revanche, si on vient à la dépouiller de ses tâches pour envoyer à quelques nations qui, par ailleurs, n'ont pas de raison de s'entendre extrêmement bien entre elles, expliquer que le directeur de l'Europe, ça va être les Français, les Allemands, les Italiens, les Néerlandais, les Polonais, les Espagnols, c'est bien, mais enfin, sauf que le jour où vous mettez autour de la table, il faudra décider ensemble, ils ne vont pas y arriver, puisqu'il n'y en a aucun qui est d'accord avec l'autre. Donc, ce n'est pas la solution. Je pense qu'il faut quand même communautariser l'Europe et faire en sorte qu'elle ait des institutions qui soient solides et communes. Pendant que les questions se posent, moi j'en avais une. Le raisonnement sur Venezuela, il s'applique à l'Iran ? Il y a une question Palestine là, mais on peut commencer par l'Iran. S'il y a 1000 morts par jour, il y a des centaines de milliers de gens qui manifestent, est-ce que la communauté internationale peut faire quelque chose ? Ça, tu connais un peu mieux que d'autres, Martin, c'est ce qu'on appelle le droit d'ingérence. La communauté internationale peut et doit faire quelque chose, mais c'est la communauté internationale. À ce moment-là, il faut aller à l'ONU, il faut être capable d'intervenir. On ne peut pas confier ça à un gendarme du monde. Mais on ne peut pas non plus rester indifférent devant ce massacre qui est en train de se produire en Iran, ce bain de sang. Et il faudra bien un jour que les mollahs partent. Mais si vous voulez, derrière ça, il y a ce qu'on appelle en politique, en géopolitique, le regime change, c'est-à-dire l'idée on change les régimes, on les change de l'extérieur. Il faut toujours mieux que ce soit la communauté internationale qui soit en accord là-dessus que le fait que ce soit le fait d'un seul. Mais oui, il ne faut pas rester inerte là-dedans, avec lequel la Palestine est un cas plus compliqué encore, puisque c'est... Mais finalement, on est parvenu à avoir une résolution de l'ONU sur un accord de cessez-le-feu qui est difficile à respecter. Et il faudra un jour trouver une solution politique pour qu'il y ait deux États qui vivent en paix côte à côte. Ça, c'est clair. C'est pas si clair d'ailleurs, puisque d'autres pensent qu'il n'en faut qu'un. Mais moi, je pense qu'il en faut deux. Je me permets juste de réagir. Je m'appelle Lilia Twill, je suis diplômée d'un double master en droit international en droit du numérique. La communauté internationale, en tant qu'internationaliste, je considère qu'elle existe. Après, est-ce que tout le monde le considère ? Sachant que le droit international est un ordre horizontal, au nom du principe de la souveraineté, à mon sens, il faut plus des personnes convaincues par les valeurs humaines qui nous sont tous communes, plutôt que par des intérêts comme M. Trump. Donc c'était juste une réaction pour dire qu'au final, c'est une question de conviction, c'est une question d'action aussi, et de légitimation. La France, si elle légitime les actes de Trump, voilà. Et c'est pareil pour le Venezuela, pour la Palestine. Donc c'était juste une réaction par rapport à la notion de communauté internationale. Je ne suis pas en désaccord avec ça. Je pense que de toute façon, la notion d'un droit qui fonde des règles et qui repose lui-même sur des valeurs, quelque chose qui est à préserver. Mais quand j'évoquais ce monde dangereux, ça en fait partie. Pendant les années où j'étais à la Cour des comptes, j'étais le président du comité d'audit des Nations Unies. Donc je passais 3 semaines par an à New York, où j'étais dans le fonctionnement des Nations Unies, je rencontrais le secrétaire général, les principaux ambassadeurs, etc. Et ce qui est très frappant, c'est que ce système-là aussi est cassé. Il est cassé par le fait que les États-Unis ne payent plus, par le fait que les grandes puissances opposent leur veto, ce qui est leur droit. La plupart des résolutions, par exemple tout ce qui s'est passé sur la Palestine, est systématiquement un blocage qui était, selon les résolutions proposées, soit russe, soit américain, qui ne coopèrent plus entre eux. Et donc l'institution s'affaiblit. Elle continue à produire des services publics à travers ses agences, le développement, les réfugiés, l'immigration, etc. Mais elle n'est plus capable de prendre des décisions qui pèsent sur la paix mondiale, sur les grands dossiers. Quand j'étais étudiant, on apprenait à Sciences Po que la Deuxième Guerre mondiale avait pu avoir lieu parce que l'ancêtre de l'ONU était complètement inefficace, qu'on appelait la Société des Nations. Et ce qu'on disait sur l'inefficacité de la SDN, on peut prendre les 10 points d'inefficacité, c'est exactement ce qu'on peut voir sur l'ONU
aujourd'hui, ce qui est un peu mauvais signe. Il y a des doigts qui se levaient. Oui, bonjour, moi je m'appelle Apolline, je suis en master finance à Dauphine, donc pas trop de rapport avec tout ça. Mais moi je me demandais en fait, aussi j'ai fait du bénévolat, je donnais des cours à des enfants dans des milieux défavorisés. Et moi c'était aussi une question et une réaction, en fait surtout par rapport aux États-Unis et la place qu'ils occupent dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec l'intervention des États-Unis au Venezuela, on a tous eu une réaction un peu choquée de comment est-ce qu'on peut violer à ce point le droit international, mais ce n'est pas du tout la première fois que les États-Unis violent le droit international. Ils ont quand même envahi un pays, l'Afghanistan, ils ont quand même fait une intervention en Irak où il y a eu un droit de veto à l'ONU et il n'y a jamais eu aucune conséquence. Et donc moi je me demandais quand est-ce que, c'est une question aussi assez subjective, mais quand est-ce que la France va assumer son rôle de puissance, parce qu'on est là tout le temps à dire ah, on est une puissance mondiale, on est la 6e économie du monde, etc. Mais quand est-ce qu'on assume vraiment qu'on a des oppositions? Je me doute bien que c'est pas blanc ou noir, on a des accords diplomatiques avec les États-Unis, donc c'est compliqué. Mais quand est-ce qu'on assume sincèrement qu'on est en désaccord et que les politiques de Donald Trump sont... c'est du n'importe quoi en fait. Enfin, désolée d'engager un vocabulaire assez simple, mais face à une situation qui est aussi choquante, quand est-ce qu'on assume qu'on n'est pas d'accord et qu'il faut changer ça, quoi? Alors les choses sont un peu plus compliquées parce que on ne va pas faire comme s'il y avait un grand Satan américain. Les États-Unis sont un pays qui ont une histoire un peu plus compliquée, y compris avec nous. Il ne faut jamais oublier qu'en 14-18, ils sont venus pour sauver le pays, qu'en 1944, ils ont aussi été à nos côtés, qu'on a quand même une certaine dette avec eux, qu'on a beaucoup partagé, que c'est un pays ami, nous avons contribué à sa fondation, etc. Sur la longue durée, c'est quand même une démocratie. Par ailleurs, les violations du droit international que vous dites ne sont pas toutes le seul fait des États-Unis. Les pays parfaits, ça n'existe pas. Si on ne va pas discuter du fait colonial, mais la guerre en Algérie, c'est pas les États-Unis. C'est nous qui l'avons faite. Alors, je ne commente pas le début, mais en tout cas sur la fin, si vous voulez, si j'ose dire, c'est quand même des choses qui ne sont pas possibles. Nous avons nous-mêmes tenté des évolutions impérialistes. Dans l'histoire, nous avons eu aussi cela. Alors, il nous est arrivé de dire non. Le président Chirac avait dit non à la guerre en Irak. Il l'avait dit à l'ONU. C'était à l'époque justement le ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin qui s'était exprimé pour lui, mais il y avait des positions qui étaient extrêmement claires. Là, on est devant un phénomène nouveau. C'est-à-dire, Martin et moi, on a à peu près le même âge, je suis un peu plus vieux que lui, même décennie, disons. On n'a jamais vu ça. Un président qui, pour le coup, harcèle ses adversaires, méprise ses partenaires. A fait un doigt d'honneur hier. Oui, je ne sais plus ce qu'il fait. J'arrive plus à le suivre tous les jours. Papa est d'une vulgarité incroyable. Se fout de la gueule de ses collègues, n'a aucune forme de langage diplomatique, n'en fait qu'à sa tête, méprise les juges, écrase tout le monde. Ce n'est pas un dictateur, parce qu'il reste encore dans son pays des règles, ce qu'on appelle des check and balance, c'est-à-dire des institutions qui peuvent résister. Et si, par exemple, l'an prochain, les démocrates regagnent le Congrès, ce sera plus compliqué pour lui. Mais il a tout l'instinct du dictateur. Il en a la volonté. Il en a la psychologie. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument nouveau. Il faut être capable de le dire, tout en étant aussi capable de combiner avec eux, parce qu'ils existent. C'est ça la difficulté des relations internationales. Ne pas succomber à la réelle politique, c'est-à-dire au pur réalisme, ne pas être non plus dans le pur idéalisme, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose à ce moment-là. Enfin, il y a qu'un mot qu'il faut dire sur la France. C'est pour ça que je reviens sur la France et l'Europe. Est-ce que la France est une puissance, une grande puissance mondiale? Non. Elle ne l'est plus. Et depuis très longtemps. En réalité, c'est probablement depuis le début des années 60. C'est au moment où justement, la Grande-Bretagne et la France décident ensemble d'intervenir à Suez. C'était le dossier en 1956. Et là, les Américains disent non, ça suffit. Et nous ne sommes plus des grandes puissances mondiales. Nous sommes ce qu'on appelle des pays d'influence mondiale. On a un statut. On est membre permanent du Conseil de sécurité. On appartient aux grandes institutions internationales, le G7, les 7 pays les plus riches, ce qui n'est plus d'ailleurs tout à fait notre place, mais soit. Le G20, c'est les 20 pays les plus riches.
On a l'arme nucléaire, c'est très important. Mais ce n'est pas non plus une arme qui peut se substituer à l'arme américaine si les Américains décident de se retirer. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on agisse avec d'autres. Et agir avec d'autres, c'est agir notamment avec les Européens. Je pense que la méthode, par exemple, qui est utilisée sur l'Ukraine, cette coalition de volontaires, n'est pas la plus mauvaise. C'est-à-dire, la France joue un rôle moteur, leader de proposition, mais elle ne le fait pas seule. Elle le fait systématiquement avec les Allemands, avec les Italiens, avec les Britanniques, même s'ils ne sont plus aujourd'hui des pays membres de l'Union européenne. Donc il faut inventer des façons de dire non qui sont différentes, tout en étant capable de transiger avec un partenaire qui autrement fait tout à fait n'importe quoi. C'est une situation extraordinairement difficile. Il faudrait quand même mieux qu'elle ne dure pas trop longtemps. Alors c'est son dernier mandat, mais il faut souhaiter que son successeur ne soit pas du même acabit ou pire. Quand je regarde le vice-président qui est à côté de lui, je ne sais pas lequel de deux je préfère. Il y en a un qui a fait Yale, qui est très éduqué, mais qui pour le coup est un authentique fasciste et qui soutient toutes les extrêmes droites européennes. Bonjour, je m'appelle Jenny Cassius. J'ai une question pour réagir à ce que ma collègue a dit. Est-ce que vous pensez que l'Europe et la France attendent que Donald Trump acquiert le Groenland pour vraiment pouvoir le remettre à sa place, le président des États-Unis et non le soldat du monde? Et tu peux, oui, avant de te rasseoir, te présenter en une phrase? Je m'appelle Jenny Cassius, je suis diplômée en marketing à l'INSEC. Voilà. Alors, j'aurais pu et peut-être dû en parler. C'est très très juste comme question. Le Groenland. Le Groenland appartient au Danemark et est géré par un Premier ministre, une démocratie locale. Certes, géographiquement, il est plus près des États-Unis que de Paris. Il n'y a aucune raison, aucune, qui justifierait une souveraineté des États-Unis sur le Groenland. Même les raisons invoquées, stratégiques, géostratégiques, militaires, etc. Non, il n'y a aucune raison pour que Trump mette la main sur le Groenland. Alors, il essaye de l'acheter, il n'est pas à vendre. Ça lui a été répondu, c'est pas à vendre, on ne va pas le vendre. S'il pense à l'envahir, là, pour le coup, pour les Européens, ça pose un problème absolument principiel. Il est impossible de laisser les États-Unis, pour nous, Européens, parce que malgré tout, on défend aussi son territoire, envahir une partie du territoire de l'Union européenne. Le Danemark, c'est un pays de l'Union européenne. C'est un pays membre de l'OTAN, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Maintenant, c'est récent, mais il en est. Et donc là, il faut réagir. Le président Macron a décidé ce matin d'envoyer les soldats au Groenland avec une mission qui est une mission de présence, de manœuvre, etc., etc. Je pense que c'est une bonne décision parce que ça manifeste Trump qui ne peut pas le faire et que s'il le fait, c'est un acte de belligérance contre nous. Le test de vérité peut être le suivant, c'est que Trump se dise « Ok, il m'envoie quelques nains là, sur le terrain, je m'en fous, j'y vais quand même. » Est-ce que nous entrons en guerre avec les États-Unis? Non. Mais est-ce que nous entrons dans une période de froid diplomatique total? Ah, je crois qu'il le faudra. Je pense qu'il serait inacceptable. Cette fois-ci, on toucherait à la limite. On tourne autour, ça vous passionne cette question, tant mieux. Mais on touchera à la limite de ce qui est acceptable si cet acte était commis. Inacceptable. Et donc le fait de montrer que c'est européen, le fait que les Européens se déploient, y compris militairement, sur le terrain, complique la tâche de Donald Trump. Parce que pour aller envahir un pays où il y a les soldats français, allemands, etc., ça devient coton quand même. Ça veut dire qu'on dit à ses proches alliés, non seulement je vous emmerde, mais en plus je vous fais la guerre. C'est pas impossible. Mais là, si on dit rien, on a baissé le pantalon quand même. Bonjour, alors moi c'est Domitille et je fais des choses qui n'ont pas grand rapport avec ce que vous faites. J'ai fait un service civique dans le dialogue interconvictionnel, plutôt axé sur les religions et les convictions philosophiques. Et là actuellement je suis en master d'histoire, Coexister. Et je suis en master d'histoire et je travaille sur un exégète du Coran et j'essaie d'examiner son rapport aux sources juives du Coran. Donc a priori pas beaucoup de rapport avec l'argent, mais
je me pose des questions sur la dette, parce que je ne suis pas endettée, mais je pourrais le devenir. Donc, je me demandais s'il y avait un budget désendettement, si ça existait ou pas, s'il y avait un plafond aussi à partir duquel on pourrait se dire on arrête d'emprunter ou pas. Est-ce qu'il y a voilà, de l'argent qui est mis de côté dans le budget en vue du remboursement des dettes ou pas? Au niveau de la France et même de l'Europe, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais L'Europe, jusqu'à il y a peu, s'était très peu endettée. Elle s'est endettée uniquement au moment de la crise Covid. Elle a lancé un plan qu'on appelait Next Generation EU pour aider des pays qui s'étaient trouvés en difficulté, comme l'Italie, l'Espagne, qui en ont d'ailleurs grandement bénéficié, à financer la reconstruction de leur économie, notamment du sud du pays. Mais l'Europe est très faiblement endettée. En revanche, la France est un pays extrêmement endetté, plus de 115% de son PIB. Il n'y a pas de budget d'endettement, mais il y a ce qu'on appelle la charge de la dette. La charge de la dette, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est le remboursement annuel de la dette. Ça, c'est un poste budgétaire. C'est un tel poste budgétaire que c'était à peu près le budget du logement en 2021, c'est 35 milliards, que c'est 75 milliards aujourd'hui, que c'est nettement plus que le budget de défense, et qu'à partir de l'an prochain, ce sera sûrement le premier budget de la nation. Pour la première fois, la charge de la dette dépassera le budget de l'éducation nationale. Donc c'est tout à fait considérable. Et ça continuera d'augmenter aussi longtemps qu'on continue à s'endetter, et surtout si on s'endette en empruntant son argent plus cher. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas continuer cela. Quand j'étais étudiant, j'avais un professeur qui ensuite m'a amené aussi à la politique, qui s'appelait Dominique Strauss-Kahn. C'est un type qui a des défauts, mais qu'on connaissait malheureusement, mais pas à ce point. Mais il avait aussi d'immenses qualités. Il était extraordinairement intelligent, n'est-ce pas, Martin? Oui, moi j'étais chez Emmaüs avec l'abbé Pierre. Oui. C'est vrai. Bon, je ne sais pas s'il était extrêmement intelligent, mais en tout cas, il m'a expliqué quelque chose de très, très tôt. Il m'a dit, voilà, tu es un homme de gauche, je suis un homme de gauche. La dette, c'est l'ennemi du service public. Rembourser sa dette, c'est la dépense publique la plus débile qui soit. Ça ne sert à rien. Tu payes le banquier. Et chaque euro que tu consacres à ta dette, tu le consacres en moins à quelque chose qui est utile. 1 euro pour la dette en plus, c'est 1 euro en moins pour l'écologie. 1 euro en plus pour la dette, c'est 1 euro en moins pour ce que vous aimez, la sécurité, l'éducation, etc. C'est vraiment ce qui nous fait aux pattes. Et comme c'est en train de gonfler comme ça, c'est ce phénomène de boule de neige, ça s'accumule et on se trouve étranglé. C'est-à-dire, plus on s'endette, moins on peut mener des politiques publiques qui sont des politiques publiques qui ont du sens. C'est pour ça que si j'avais ce message à vous passer, c'est il faut se désendetter pour investir. Si on ne se désendette pas, on n'investira plus. Si on n'investit pas, on n'avance pas. Si on n'avance pas, on recule dans un monde où, pour le coup, la compétition économique est quand même absolument féroce, galopante, et où se produisent, ce que je n'ai pas évoqué, des changements technologiques, commençant par l'intelligence artificielle, qui sont en train de bouleverser la structure économique du monde. Juste ce que disait Domitil, ça existait à un moment, l'idée d'avoir un fonds pour rembourser les dettes futures. C'est le fonds de réserve des retraites qui a été créé absolument par Lionel Jospin, avec l'idée que c'était une époque où on vendait du capital des entreprises publiques, et il avait été mis dans un fonds pour dire les dépenses de retraite vont augmenter, et donc on aura des réserves pour éviter soit de faire des cotisations en plus, soit de faire du déficit en plus. C'était exactement ton idée. Et juste pour illustrer sur la dette, l'assurance maladie, c'est un assez bon exemple. Oui. Parce que aujourd'hui, le déficit d'assurance maladie est de 23 ou 24 milliards d'euros. Ça veut dire quoi le déficit? Ça veut dire qu'on ne met pas suffisamment d'argent par rapport aux dépenses de santé de l'année donnée. C'est-à-dire que c'est les générations d'après qui vont payer dans 10 ans les dépenses de santé de 2025. Une partie des dépenses de santé, quasiment 10% des dépenses de santé, on va les payer dans 10 ans.
Mais dans 10 ans, on ne dépensera pas moins pour la santé en 2035. Donc on aura besoin d'autant d'argent pour se soigner en 2035. Et donc il faudra à la fois payer sa santé de 2035 et l'arriéré de santé de 2025. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça ce qui pose problème. Si on était sûr que les dépenses de santé allaient diminuer, si on avait un vaccin contre tous les cancers, contre toutes les maladies, et qu'on se disait, mais c'est pas grave, aujourd'hui on dépense je sais pas, 250 milliards de dépenses de santé publique par an, et dans 10 ans, il n'y en aura plus que 100 milliards, parce que grâce aux progrès médicaux, on pourrait se permettre d'avoir un déficit aujourd'hui. Mais le déficit d'aujourd'hui, il va s'accumuler avec les dépenses qu'on aura à faire. Et dernière petite remarque sur tu seras peut-être un jour endetté. J'avais été traumatisé un jour en participant à une commission des surendettements. Et on voyait les dossiers des gens dont on considérait qu'ils étaient suffisamment surendettés pour qu'ils aient le droit de se délier de leurs dettes et puis d'avoir un emprunt un peu moins cher, de rembourser un peu moins. Et la doctrine, c'était ceux qui ne sont pas encore suffisamment surendettés, on les verra dans 6 mois parce qu'ils rempliront les critères. Mais voilà. J'espère pour vous que vous ne serez pas dans cette situation. Et on peut ajouter que les choses sont encore pires que ça, parce que le déficit de l'assurance maladie, de la sécurité sociale en général, il a doublé en 2 ans. Et que la dette sociale, du coup, représente aujourd'hui quelques 120 milliards d'euros, qu'il y a un organisme qui s'appelle l'ACOS, qui en fait en quelque sorte la trésorerie, qui, dans 2 ans, sera au bout de ses liquidités, et qu'il faudra trouver un moyen de reprendre cette dette sociale. Sinon, alors pour le coup, je ne sais pas si la France va faire défaut, si elle va connaître un problème financier, etc. Mais je sais que la sécurité sociale après 2028, c'est pas garanti. Hein. Ce qui prouve quand même la gravité de ces phénomènes de déficit et de dette. On ne veut pas être trop technique, mais encore une fois, si j'avais un message, plus de 40 ans de vie publique, ça m'aimerait un truc. Il n'y a pas de bonne politique publique sans finances publiques saines. Ce n'est pas une finalité en soi de réduire les déficits et la dette. Pas le problème. C'est juste que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez plus agir. Vous devenez impuissant. Et impuissant à produire des biens publics ou des services publics qui sont utiles à chacun. Je ne sais pas où est le micro. Ah ben il est là, lève-toi. Bonjour. Alors bonjour tout le monde, mon nom c'est Soraya, je suis en dernière année de double licence en droit anglais et français. Ma question, ma remarque... mais quand tu es arrivée à l'Institut par exemple? Ah pardon, oui. J'ai eu plusieurs engagements, j'ai été engagée à Amnesty International où j'ai aidé à faire des recherches pour leur rapport, mais j'ai aussi fait un service civique à Info Jeunes Dijon où j'ai aidé pour développer l'accès à la culture pour les jeunes, comme c'était un sujet qui me touchait particulièrement. Donc ma question, ma remarque, ça va un peu résonner avec ce qui a déjà été dit. Vous disiez tout à l'heure que les institutions françaises, elles sont en crise. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans la manière dont les manifestations sont réprimées de plus en plus de manière armée. Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est également les institutions européennes qui sont en crise, qui n'arrivent plus nécessairement à représenter les citoyens de la bonne manière. Par exemple, avec les crises auxquelles on fait face, le peuple a une opinion dessus et ça ne suit pas forcément dans la manière dont les institutions européennes vont s'exprimer sur la scène internationale. Et quand vous parliez tout à l'heure, par exemple, de devoir trouver des alliés ou de se préparer à une défense, je pense que la défense, elle doit aussi se préparer de l'intérieur, c'est-à-dire en prenant plus en compte le citoyen et ses volontés. Et c'est comme ça qu'on se construira pour être unis et qu'on trouvera peut-être de meilleures réponses. Et tu as une idée sur comment on pourrait davantage l'associer? Alors non, moi j'ai pas d'idée personnellement à moi toute seule, mais je pense que je sais pas comment mettre ça en place, mais je pense que mieux écouter les citoyens, mieux les informer sur le fonctionnement des institutions, parce que je trouve qu'elles sont très opaques, malheureusement, quand on parle de Conseil de l'Europe, de Commission de l'Europe, du Parlement européen, ça se ressent dans la manière dont quand on va voter. Les sondages montrent que le taux de vote est très bas, donc je pense qu'on pourrait agir là-dessus. Voilà. Qui parmi vous a voté aux élections européennes? Parce qu'en fait, il y a un truc que vous dites qui n'est pas tout à fait vrai, c'est sur le taux bas. Le taux est bas, parce que toutes les élections aujourd'hui ont des taux plus bas.
mais il y a un peu plus de gens en moyenne qui votent pour les élections européennes, un peu plus de 50%, que de gens qui votent pour les élections législatives françaises. Il y a plus de doutes sur les institutions françaises encore que sur les institutions européennes. Là où je suis obligé de le concéder, parce que moi j'ai appartenu à presque toutes les institutions européennes. J'étais membre du Parlement européen, j'étais membre du Conseil des ministres de l'Union européenne, j'ai été membre de la Commission européenne, maintenant je suis membre de la Cour des comptes européenne, enfin, je suis une sorte de recordman des institutions européennes. C'est qu'elles sont complexes. Mais je pense qu'il faut accepter cette complexité, parce qu'elle naît d'une chose dont nous devons être conscients. Le tour de force que représente l'Union européenne, c'est d'avoir uni 27 pays qui n'ont pas les mêmes cultures, pas les mêmes systèmes politiques, pas tout à fait les mêmes valeurs, pas les mêmes langues, pas les mêmes intérêts. Et donc, forcément, ça ne peut pas être si simple. Parce qu'on a toujours en France une tendance à dire on va écouter le citoyen, c'est-à-dire au fond, faites comme nous, l'Europe c'est bien si c'est la France en grand. Non, c'est autre chose. L'Europe, c'est pas la France en grand. Et donc le système sera forcément quelque chose de complexe. Et le moment qu'il ne faut pas rater, c'est les élections européennes. Parce que le Parlement européen est très important. Et que c'est quand même là, lui, qui donne l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Union européenne. Avec des enjeux qui sont finalement assez clairs. Le Parlement européen est une situation assez fascinante, où on parle aussi bien de liberté publique, de l'écologie, des transports, de la défense, de la fiscalité. J'ai commissaire à la fiscalité, des douanes. Et donc, je crois que le vote est vraiment quelque chose de fondamental. Cela dit, derrière tout ça, il y a une question fondamentale auquel je ne sais pas moi répondre aujourd'hui. C'est celle qui est angoissante pour 2027. C'est la question de la démocratie. Comment faire revivre nos démocraties? Le monde, l'Europe, la France sont confrontés à la remise en cause de la démocratie telle que nous l'avons connue. Parce que le citoyen n'est pas content, sans doute. Mais c'est quand même lui qui l'exprime. Et la façon dont il le fait le conduit souvent à faire confiance à des gens qui ne sont pas démocrates. Les réseaux sociaux sont quand même une sorte de poubelle dans laquelle on est couvert d'insultes dès qu'on dit quelque chose, même quand c'est rationnel. La désinformation, elle est partout. Les médias, un certain nombre de médias sont aujourd'hui des médias totalement idéologisés. Et donc, c'est la première crise qu'il faut réparer, c'est la crise démocratique et la crise du politique. En écoutant sans doute mieux le citoyen, mais il faut que le citoyen aussi soit capable de se faire entendre. Et qu'il le fasse toujours par son vote. Je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans, je suis comédienne. J'ai intégré l'Institut de l'engagement suite à un service civique au sein d'une compagnie théâtre à Montreuil. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est exactement dans la continuité de ce que vous venez de dire, ma question. C'est que j'ai l'impression que les politiques, au contraire, sont dans un peu cette vitrine d'apparence que j'ai l'impression qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité de terrain, justement, et que j'ai plus la sensation, vous parliez tout à l'heure de rendre concret la finance en donnant des exemples, etc. Mais j'ai l'impression que, au contraire, on voit les personnes qui font partie de la politique, etc. Ils sont pas forcément sur le terrain. Et quand je vois, par exemple, les coupes budgétaires qui sont attribuées à la culture pour revaloriser d'autres secteurs qui semblent être, par exemple, plus prioritaires, selon une vision qu'on a. Du coup, je sais pas, c'est plus une réflexion où j'ai l'impression d'être vraiment plus dans même une vitrine de la politique aussi. En fait, on parle de l'ère des réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir une image d'un politique qui va prendre le pouvoir et après, au fond, on ne sait pas trop où on en est. Et je trouve que ça correspond un peu à ce qu'elle disait dans l'idée de ne pas partir de l'opinion des gens qui sont dans la rue. Voilà. Enfin, c'est plus une réflexion à voix haute. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'est très clair et ça exprime quelque chose qui est vrai. Enfin, quand nous avons fait nos études, tout le monde voulait faire de la politique. C'était un idéal.
beaucoup des élites françaises se diriger vers la politique. Quand j'ai commencé au Parti socialiste, un parti qui faisait 30% des voix, où il y avait des... Alors on les aimait ou on les aimait pas. Je ne suis pas en train de vous vendre le Parti socialiste, j'en suis plus membre. Mais c'était un parti où il y avait des personnalités exceptionnelles, qui avaient des idées. Voilà. Et tous les partis aujourd'hui se sont rabougris. Ils se sont rabougris par la qualité de leur personnel, par la qualité de leurs idées, par l'intelligence de leur positionnement, par leur capacité à faire ensemble. Et c'est un sujet absolument majeur que cette question d'attractivité de la politique. Vous devriez faire de la politique en vous engageant. Allez-y, puisque vous parlez de faire écouter le citoyen. Écoutez-le et faites-le entendre, au fond. Alors par ailleurs, je suis toujours un peu gêné quand on parle des politiques ou de la vitrine politique, parce que c'est plus compliqué. Les élus passent sur le terrain. Énormément d'élus sont sur le terrain. Au mois de mars, il y a des élections municipales. On ne peut pas reprocher aux maires, aux conseillers municipaux, aux adjoints de ne pas être sur le terrain. Quand j'ai fait les plus belles années que j'ai passées, c'est les 5 années où j'étais président d'agglomération, les 20 années où j'étais conseiller municipal, conseiller général. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'était pas sur le terrain. On n'était pas non plus comme le citoyen. Évidemment, il y a une distance toujours, hein, forcément. On le représente. Mais pas sur le terrain, c'est pas tout à fait juste. En revanche, il y a une perte d'attractivité, une perte d'investissement, une perte de qualité de la politique qui va de pair avec ce qu'on disait sur la démocratie. Mais le jour où on jette la politique et les politiques avec l'eau du bain, à ce moment-là, il ne reste rien. Et il ne faut pas non plus magnifier le citoyen. Parce que le citoyen, il est très divers. Il est des gens comme vous. Je suis très impressionné par tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, la qualité, je voulais vous le dire. Mérite des parcours aussi. Mais il y a aussi des citoyens qui pensent des saloperies, qui sont racistes, qui sont homophobes. Il y en a partout, à tous les niveaux. Quand j'étais président de la Cour des comptes, j'ai essayé, j'ai réussi d'ailleurs, à recruter plus de femmes que d'hommes. J'ai mis en place un programme de diversité. J'ai fait labelliser cette institution égalité et diversité. J'ai vu des gens, hein, ils étaient tout à fait énarques. Ils considéraient que j'étais un wokiste. J'étais un wokiste. J'ai recruté plus de femmes que d'hommes, je suis un wokiste. Je pensais que avoir de temps en temps une figure un peu différente, des gens d'origine différente, t'es un wokiste. Voilà. Si vous voulez, c'est les citoyens à tous les niveaux de la société. Je n'arrive pas à penser qu'il y ait aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer l'an prochain, c'était une des causes dans ma vie, 45, 47, 52% de gens qui vont voter pour le Front National et dire que ces citoyens sont magnifiques. C'est pas non plus eux-mêmes qui sont à prendre en compte. C'est simplement le fait que l'information, le système, le fonctionnement politique n'a pas abouti à les convaincre d'être autre chose. Donc engagez-vous, dans la politique aussi. Mais je ne la critique pas. De toute façon, je vais vous avouer quelque chose. Quand vous êtes un politique, vous êtes toujours un comédien. Ah oui, vous êtes quand même sur scène. Hein. Bah oui. Ça ne veut pas dire que vous jouez une pièce de théâtre à laquelle vous ne croyez pas. Enfin, il y a comme une de représentation. Un type qui monte à la tribune d'une assemblée et qui fait un discours, quand même, non. Je sais pas, il est aussi un comédien. Hein. Je ne dis pas qu'il n'est pas qu'un comédien, mais il en a besoin. C'est juste par rapport à la réflexion qu'elle faisait. Non, mais je vous dis pas. Je vous disais, elle disait juste qu'elle était comédienne. Je dis, oui, vous êtes comédienne, mais un politique, c'est aussi un comédien. Mais il faut engagez-vous. Ouais, engagez-vous. Engagez-nous et soyez désagréables tant que vous voulez. Dites ce que vous avez à dire. Il n'y a pas de cadeau à faire, mais engagez-vous. Si on considère que la politique, c'est un truc extérieur, on a un souci. On va prendre les deux dernières questions. Absolument. Une de ce côté-là et une de ce côté-là. Bonjour, je me présente, je me nomme Lilian Leclinch, j'ai fait une licence de psychologie. J'ai été pris à l'Institut de l'engagement car j'ai fait un service civique dans le GEM Bipol 31 à Toulouse.
La censure déjà. Une seule fois, excusez-moi. Un groupe d'entraide mutuelle pour les personnes concernées par des troubles psychiques. Donc je suis beaucoup dans le social et actuellement j'aimerais faire une formation d'éducateur spécialisé. En tant que lauréat de l'Institut de l'Université de l'engagement, c'est vrai que quelque chose qui revient beaucoup, c'est cette question de l'engagement et de l'enjeu citoyen. Et je ne sais pas si je me retrouve à être minoritaire face à tout ça, mais j'ai quand même cette sensation d'être perdu un peu face à cette question de l'enjeu citoyen et de l'engagement. Parce qu'on est dans une société où aujourd'hui l'information va de plus en plus vite. Tout le monde a un avis. Tout le monde a une manière de s'engager et tout le monde a une manière de se représenter la géopolitique aujourd'hui. De plus en plus jeunes, de tous les horizons, tout le monde a un avis et tout le monde s'engage face à tout ça. Et c'est vrai qu'avec toutes les informations qui circulent, avec tous les bords que j'ai pu rencontrer, toutes les personnes de différents milieux qui partagent tous des avis complètement différents, c'est très dur, je trouve, de savoir où est-ce qu'on doit se situer face à tout ça. Et là, j'entends beaucoup de questions, beaucoup de débats qui se font sur des vérités, sur des choses qui sont placées. Et je ne tiens pas à remettre quoi que ce soit en doute de ce qui a été dit, je ne vise rien en particulier. Mais je dis qu'il y a tellement d'informations qui se passent qu'on développe beaucoup de débats aujourd'hui sur des choses qui sont placées comme des faits, alors que la géopolitique, c'est tellement complexe. Et moi-même, j'ai peur, en fait, dans l'engagement et tout ça, de tomber dans un espèce de triangle de Karpman en décidant aujourd'hui de qui sont les victimes, qui sont les personnes, les agresseurs, et de se présenter soi-même en tant que sauveur. Et je sais que notre pays s'est beaucoup construit sa fierté sur des événements comme la Seconde Guerre mondiale, la prise de la Bastille, qui visait à chaque fois à faire tomber un grand ennemi. Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, on cherche toujours en fait, à combattre des ennemis et que face à ça, en fait, on soit de plus en plus dans la discorde entre nous. Donc, comment est-ce qu'on peut réellement faire un engagement et se sentir juste dans ce qu'on fait sans avoir peur en fait, de plus créer la discorde face à toutes les informations qu'on a et toutes les vérités qui sont présentées? Est-ce qu'on peut réellement se permettre de se dire qu'on a le bon combat, entre guillemets? Et si on ne peut pas se le permettre, comment est-ce qu'on peut se sentir réellement engagé face à tout ça? C'est ma bonne question, mais on va prendre la dernière aussi. Le micro est quelque part? Bonjour, je m'appelle Antonin. J'ai fait un service civique pour le conseil départemental de la Vienne, où j'ai créé un observatoire des politiques culturelles afin d'aider les élus à la décision dans un contexte de bordel institutionnel et de coupes budgétaires dans la culture. Ma question, elle concerne la fiscalité et la fraude fiscale notamment, qui est un sujet que vous avez pu traiter. Vous avez notamment déclaré en avril 2025 qu'il n'y avait, je cite, rien à gratter. Et en même temps, la Cour des comptes, que vous avez présidée, a sorti un rapport en décembre 2025 montrant son incapacité à mesurer, en tout cas l'incapacité de la France à mesurer cette fraude. Pourquoi ne pas se baser sur les travaux d'économistes reconnus par leurs pairs ou même sur certains syndicats ou des observatoires qui ont mesuré la fraude environ 80 à 100 milliards d'euros chaque année. Pourquoi ne pas mettre en place des politiques plus agressives de lutte contre la fraude fiscale? Je vais commencer par celle-là avant de finir par l'autre. Parce que je n'ai jamais les Grecs, il n'y avait rien à gratter. Je disais que s'imaginer, c'est la même chose. Hein. Au fond, il y a deux réponses simplettes que font certains. C'est, allez, on va rétablir une fiscalité sur les riches, on va leur piquer 80 milliards d'euros, on n'a plus de problème. Ok, vous faites ça. Et je ne suis pas riche, je n'ai jamais été dans le privé, je n'ai jamais été attiré par le pognon. Mais du coup, vous n'avez plus de riches, ils se barrent tous, et vous n'avez plus d'entreprises non plus. Et la fiscalité française est déjà à 42, 43, 44% du produit intérieur brut. Nous avons le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe. Ce n'est pas un élément quand même de stimulation pour les entreprises. Donc il faut en faire, il faut proportionner. Et l'autre idée, c'est qu'il y a 80 milliards de fraude fiscale. Alors, le rapport de la Cour des comptes que vous mentionnez, il est très intéressant parce qu'il a été fait par la Cour avec les gens qui savent le mieux, l'Institut des politiques publiques. On ne sait pas combien ça fait. Les politiques
de lutte contre la fraude fiscale sont assez agressives. C'est moi-même, d'ailleurs, comme Musée Finance, qui ai lancé le premier plan de lutte contre la fraude fiscale. Et chaque année, elles rapportent à peu près la même chose, entre 11 et 15 milliards d'euros. Il faudrait que Bercy, pour le coup, et empressé, donne les évolutions de l'écart fiscal. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de fraude? Mais ils ne le font pas. Ça, on les presse de le faire. N'imaginez pas, ça je vous donne une conviction, pas une certitude, une conviction, qu'il y a 80 milliards d'euros de fraude fiscale. Les Français sont d'assez bons contribuables et notre administration fiscale est excellente. Et j'allais dire heureusement, parce que pour le coup, si elle ne l'était pas, notre finance publique serait dans un état encore pire. Faire toujours mieux, enfin, plus, mais ne pas rêver non plus de ce type de rentrée. Vous dites, les économistes, c'est comme tout le monde. Hein. Ils ont leur opinion, ils ont leur idéologie, ils ont leurs informations. Je ne peux pas vous dire s'il n'y a que 15 milliards, je pense qu'il y a plus. Je ne peux pas vous dire non plus qu'il y a 80 milliards, je crois que c'est vraiment un fantasme. Et ça, penser comme ça, on peut le faire dans certains partis politiques, mais ça ne résoudra rien, parce qu'on ne sait pas comment traiter le problème. La question, je finis par elle, parce que c'est la plus existentielle de toutes. J'ai pas la réponse. Tu l'as pas non plus. Mais attends, je vais la quand même. D'abord, ne jamais penser qu'il y a une vérité révélée. Il y a toujours des faits réfutables. Deuxièmement, il n'y a pas une seule voix. Il y a des opinions, il y a des débats, il y a des confrontations. Ça s'appelle la démocratie. La politique, c'est aussi fait de ça, d'ailleurs. C'est voilà, votre remarque est une remarque politique. Je ne la critique pas. Hein. Vous pensez qu'il y a 80 milliards d'euros. Je pense au contraire. Ce n'est pas qu'une question de conviction. Moi, je vous donne les informations telles qu'elles sont, peut-être pas suffisantes, vous donnez une conviction. Mais je ne la critique pas. On peut avoir des convictions. Après, c'est le citoyen qui va choisir. Je pense que le doute, en toute chose, plutôt une bonne chose, y compris en politique, qu'avoir trop de certitudes, ne pas écouter l'autre, manquer d'empathie, est un gros problème. Et une des choses qu'il faut faire maintenant, c'est bâtir des compromis et c'est être capable de se rassembler. Ce dont ce pays crève depuis un certain nombre d'années, c'est de n'avoir pas essayé de se rassembler. C'est de s'être fracturé en une série de petites opinions, de petites communautés, de petites wilayas, et de ne plus avoir cherché justement quel était ce qui faisait son unité. Et le fait d'être aussi divisé, aussi fragmenté, mais même en petits bouts, crée cette espèce d'anomie dans laquelle nous sommes, nous souffrons, et cette question qu'on se pose tous. Mais tu as une réponse meilleure, Martin. Non, complémentaire. Si je peux me permettre, l'engagement, c'est pas forcément le conflit, c'est le combat, mais le combat pour une cause. Donc on peut trouver des engagements pour des causes pour lesquelles c'est effectivement, comme le disait Pierre, pour des convictions et pas pour des certitudes de soi contre les certitudes des autres. L'engagement pour qu'il y ait plus de jeunes dont les parents n'ont pas de diplôme de l'enseignement supérieur qui puissent avoir accès à des diplômes, c'est un engagement. L'engagement pour qu'il y ait moins d'inégalités de santé dans un pays où, au-delà des inégalités de revenus, il y a 8 ans d'écart d'espérance de vie entre les gens diplômés et les gens pas diplômés, c'est un engagement, etc., etc. L'engagement qui était évoqué tout à l'heure par l'une d'entre vous sur le soutien scolaire pour les enfants plus défavorisés. Voilà. Donc, je pense que si tu as des envies d'engagement sans aller vers le conflit et sans avoir besoin de prendre une position sur des choses que tu ne connais pas, tu as l'embarras du choix. Mais puisque tu es là, c'est que tu l'as déjà fait. Merci Pierre, merci infiniment. Et tout à l'heure, on fera un peu de cybercriminalité. Rendez-vous 5 minutes avant la prochaine conférence. J'ai un petit mot à vous dire. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont à l'université ici ou sur le campus ou qui viennent manger ici? Oui? Eh bien, ces personnes-là ont le droit à avoir des repas gratuits. Donc, on a des repas en plus supplémentaires qui sont déjà payés. Donc, si vous voulez, on peut les partager et vous les donner. Voilà.
Aussi pour les lauréats, les lauréates qui ont pas encore eu leur hébergement, ça va être le moment pour passer au point info et faire tout ça. Pour ceux qui ont déjà eu leur hébergement, temps libre, et rendez-vous ici à 17h10.